Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Ce soir, pour m'accompagner, monsieur Silvano Trotta. Bonsoir Silvano. Salut Antoine, salut tous les auditeurs de Miasme. Alors Silvano, pour ce 64e épisode de Miasme, nous aurons le plaisir de recevoir Kevin qui va nous parler de son association qui est juste géniale, tu verras, qui s'appelle EsoShare, qui est une bibliothèque virtuelle de livres ésotériques, tous libres de droit. Et voilà, depuis qu'il a monté ça, je crois que c'est 2011, il nous dira ça, eh bien il recueille, il récolte des livres d'alchimie, des livres hermétiques, tu verras, de partout, on lui en envoie, on les scanne, voilà. C'est vraiment à découvrir. Ensuite, on aura aussi Lily, qui fait sa grande rentrée donc sur Miasme TV. Et enfin, pour clôturer l'émission, un petit nouveau, Philippe, donc, qui viendra nous parler de plantes, et particulièrement ce soir de l'ortie. Voilà. Alors, te concernant, quoi de neuf encore cette semaine sur UAT? Une semaine très très chargée comme d'habitude, je pense. Extrêmement chargé sur UAT cette semaine. On a évoqué beaucoup de sujets. Moi, d'abord, je tenais à dire un truc phénoménal, c'est que un grand merci aux membres du UAT, parce que je découvre tous les jours des membres fantastiques, merveilleux. Je peux publier des sujets justement sur n'importe quoi. Je trouve toujours des spécialistes cachés qui viennent me faire des publications, des commentaires, et je découvre des choses, et franchement, bravo à eux, quoi. C'est vraiment un groupe génial de ce côté-là, c'est un vrai régal en ce moment. Tu vois, on a mis longtemps à virer les sceptiques, tout ce que tu veux, les New Age, mais là, on a vraiment un groupe très très fort. Honnêtement, franchement, je suis fier d'eux, quoi. On a des gros spécialistes dans chaque domaine. Et tu vois, justement, avoir des spécialistes dans chaque domaine, c'est un petit peu aussi le fait de beaucoup de scientifiques, parce que moi je m'intéresse énormément aux scientifiques, tu le sais. Et dans ce domaine-là, j'ai entendu des trucs quand même assez hallucinants de nouveau sur les pyramides d'Égypte. J'ai l'impression que ça revient un petit peu à la mode. Sauf que sur AT, on aime un peu plus les faits vérifiés, même si évidemment c'est pas toujours simple dans le domaine dans lequel nous sommes. Mais en y mettant volonté, recherche, croisement de témoignages, on arrive à élaborer des hypothèses un peu plus crédibles que la parole de certains illuminés en tout genre qui parlent beaucoup de l'égyptologie sans apporter de preuves. On a de vrais experts sur ce groupe concernant les pyramides, vraiment de gros experts, qui les utilisent certains au quotidien, on y reviendra. Mais j'ai encore trouvé, Antoine, un chercheur méconnu en France. Encore 0 publication en français sur celui-là, sur lui-ci. Alors, c'est un physicien ukrainien. Il a un nom à coucher dehors. Il s'appelle Volodymyr Krasnoholovets. Il faut y aller pour le dire. Et justement, sur EAT, c'est ça, quoi. C'est qu'on découvre des personnes fabuleuses dont on parle nulle part ailleurs. Alors, ce qui est surprenant, c'est que lorsque l'on parle des pyramides, on pense automatiquement à l'Égypte. Alors là, l'Égypte, bah oui, mais franchement, là aussi, c'est une erreur fondamentale. En Égypte, on a recensé à peu près 120 pyramides. Ouais, sauf que on en a recensé à peu près 1000 sur le continent américain, surtout en Amérique du Sud. Et encore, on les a pas toutes trouvées, parce que l'Égypte, c'est assez facile de trouver des pyramides. En Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne, quand il y en a une de cachée par la forêt, c'est un petit peu difficile de tomber dessus. En Chine, on en comptabilise 300, même si elles sont cachées, on en comptabilise 300. 200, rien qu'au Soudan, mon cher Antoine, etc. Partout, en Bosnie, en France, pyramide de Nice, il y en a partout des pyramides. Alors la question, à un moment qu'il faut se poser, c'est pourquoi les anciens construisaient des pyramides partout dans le monde. Juste, je pense que les anciens étaient connectés à la Terre et que nous ne le sommes plus. Alors une fois de plus, il va falloir reprendre les anciens éditos là, depuis la rentrée de Miasme, parce que ça va aller crescendo jusqu'à Noël. C'est pas un compte à rebours, mais on va apprendre des choses, beaucoup de choses, qui sont très, 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 très étonnantes. Alors ce Vladimir Krasnoholovets, en tant que scientifique désireux lui aussi de connaître ce pourquoi,
Figure-toi qu'il a reçu l'autorisation du gouvernement russe de construire une pyramide de 144 pieds, ce qui fait environ 44 mètres, hein, non loin de Moscou. Et pendant 10 ans, je te dis bien pendant 10 ans, mon cher Antoine, il a noté ce que cette pyramide avait de bénéfique ou pas. D'accord ? Donc il a noté ceci. Le système immunitaire de l'humain s'améliore. Il a pris des gens malades, et il les a mis dans la pyramide. Là, ces gens sont devenus beaucoup moins malades qu'ils ne l'étaient au départ avant d'y rentrer. Les tissus humains se régénèrent. Les graines stockées, on y reviendra un petit peu plus tard, dans la pyramide pendant 1 à 5 jours, ont un rendement supérieur, une fois qu'on les plante, compris entre 30 à 100%. On a noté une meilleure couche d'ozone au-dessus de la zone de la pyramide. On a noté que l'activité sismique près de la zone de la pyramide a diminué, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de tremblements de terre tout autour de la pyramide. La météo de la zone de la pyramide a été plus clémente par rapport aux alentours proches. Quand il y avait des grosses tempêtes à gauche à droite, quand il y avait de la canicule à gauche à droite, là où il y avait la pyramide russe, c'était beaucoup plus clément. Surprise, la production de pétrole de la zone a augmenté. Ça, c'est très intéressant, on y reviendra. Ils ont mené une expérience sur 5000 détenus, Antoine. 5000 détenus, à qui ils ont donné uniquement du sel et du poivre qui, auparavant, avaient été mis dans la pyramide. Le comportement de ces 5000 détenus par rapport aux autres s'est amélioré d'une façon assez radicale. Ils sont devenus plus, on va dire, respectables et courtois. Des cultures soumises à des virus et bactéries avaient un taux de survie nettement supérieur dans la pyramide. On a introduit des substances radioactives dans la pyramide qui ont vu leur radiation baisser. Des condensateurs se sont chargés tout seuls, sans prise électrique, sans rien du tout, ça s'est chargé. Les physiciens ont noté des changements significatifs dans les seuils de température des supraconducteurs et des propriétés des nanotubes de carbone. L'eau à l'intérieur des pyramides reste liquide à moins 40 degrés, mais congèle immédiatement dès qu'on la sort de la pyramide. Donc voilà pour l'instant ce que ce fantastique scientifique a trouvé, ce qui explique pourquoi les anciens qui avaient un lien que l'on n'a plus avec la Terre, mais que certains d'entre nous redécouvrent, construisaient des pyramides. C'était pas juste pour enterrer un pharaon, ou alors penser dans leur tête que s'ils enterraient le pharaon là, il resterait un petit peu plus longtemps avec eux. Alors beaucoup dans le groupe UAT vont confirmer cela, car la liste est bien plus exhaustive que ce que je viens de dire. On a par exemple un membre fantastique que je vais interviewer bientôt, qui s'appelle Yannick Van Dorn, qui est un voisin, quasiment, alsacien, et qui lui construit de simples pyramides avec, en respectant les mesures des pyramides, en cuivre. Et donc, il fait de la permaculture depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il met, lui, ses graines, il met tout ça, il plante, il fait des pyramides petites pour mettre les graines, il en fait des plus grandes avec juste des tubes en cuivre. Et là, il a des rendements de feu de Dieu, quoi. C'est-à-dire que quand il plante, par exemple, des patates, un plant de patates donne 15 patates, il les met au centre de la pyramide, ça va donner 50-60 patates. Il les met sur les coins, ça va donner 80 patates. Tu vois, les rendements explosent. On a Jérôme Maury qui confirme tout ça, qui dit, bah oui, en plus, quand on met de l'eau dans la pyramide, cette eau va être énergisée, et quand on va utiliser cette eau, elle va permettre des rendements supérieurs par rapport à un arrosage classique sans eau énergisée. Oui, je voulais t'en parler effectivement de Jérôme Maury. Tu sais, on l'a reçu sur Miasme en début de l'année, et on va le recevoir à nouveau dans 2-3 semaines, parce qu'il sort un article dans le prochain Top Secret, le numéro 93, donc il viendra nous en parler. Et effectivement, lui, avec ses constructions pyramidales juste en plexiglas, hein, il arrive à dynamiser de l'eau. Et cette eau-là, quand tu la bois, si tu as des problèmes gastriques, etc., il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont portées volontaires pour faire des expériences. Et d'ailleurs, moi aussi, hein,
vraiment, voilà, ça a un effet qui est clairement bénéfique sur l'organisme. Moi, depuis, j'ai plus de remontée acide, par exemple. Et il se posait des questions par rapport, effectivement, à l'utilité de la Grande Pyramide, si c'était justement pas un centre de traitement de l'eau, mais de façon vraiment, tu vois, générale. Et peut-être que les Égyptiens, ou en tout cas les autochtones de l'époque, se rendaient là-bas pour pouvoir ensuite récupérer cette eau et la ramener chez eux pour voilà, en faire diverses choses et variées. De toute façon, il a raison, Jérôme, parce que dans les études de ce scientifique, effectivement, l'eau énergisée apporte beaucoup plus de rendement aux plantes. Alors, les plantes sous la pyramide, ça donne encore beaucoup plus de rendement que, évidemment, l'eau uniquement utilisée pour énergiser l'eau. Mais évidemment, construire une pyramide pour mettre des plantes en dessous, même si les rendements sont augmentés de 300-400%, ça fait peu, quoi. Tandis qu'avec l'eau, tu vas pouvoir arroser bien plus aux alentours. Ça, c'est sûr et certain, quoi. En plus, ces pyramides, j'ai rencontré un autre membre qui me dit qu'il a été au Guatemala dans une pyramide maya et que il était dans un groupe avec des touristes américains. Et alors, il y avait un truc fantastique, c'est que il faisait comme ça dans la pyramide. Alors, au lieu d'avoir le son, l'écho qui revient avec un autre bang, figure-toi, Antoine, que ça revenait en son d'oiseau. T'imagines un peu? En son d'oiseau. Et lui, alors les autres, bon, ça les faisait rire, les touristes américains, et puis ils passaient à autre chose, hein, c'était un petit peu visite de Disneyland. Mais lui, c'est un musicologue. C'est un musicologue. Et puis son cerveau était complètement bloqué, quoi. Parce qu'il dit, attends, là, il y a un truc que je ne comprends pas, quoi. C'est juste pas possible. Et donc, à partir de là, il a commencé à mener des recherches. Et je livrerai aux éditeurs de Miasme le fruit de ces recherches. Mais tout ça pour te dire que ces pyramides qui sont là partout dans le monde, tu vois à quoi elles servent, quoi. Donc, ça sert à rien d'aller chercher des E.T., des extraterrestres, des trucs, des bidules, des machins chouettes, des histoires à dormir debout. Alors, effectivement, il y a une corrélation entre la taille de la pyramide, il faut respecter certaines normes. Yannick fait des cours de permaculture tous les jours. Hein. Demain, on est samedi, il fait des cours de permaculture avec pyramide chez lui. Il y a des gens qui viennent, ils utilisent les pyramides au quotidien. Il te donne les normes pour construire ces pyramides très simplement. C'est pas la peine de construire. Il suffit qu'il y ait la forme de la pyramide avec des bouts de cuivre. Soit tu es capable de le faire, moi je suis incapable, donc tu peux lui acheter directement déjà tout fait, quoi. C'est juste impressionnant, quoi. Je comprends même pas qu'on n'étudie pas ça à l'école, c'est fantastique. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment l'onde de forme, donc la forme de la pyramide qui va venir interagir avec la molécule d'eau, hein, dans le cas de l'eau, ou de toute manière même on est quasi constitué, tous les aliments sont constitués d'eau, donc voilà, ça va directement agir sur ces molécules d'eau. Et une simple pyramide en carton, ça fonctionne. Donc après, plus le matériau est noble, peut-être que meilleur est l'effet, mais déjà, ne serait-ce qu'une pyramide en carton, ça fonctionne. Mais oui, tu as raison. Je pense qu'une pyramide, par exemple, en cristal de roche, en quartz, ça aura encore des effets beaucoup plus intenses. Je lance l'appel, hein, si quelqu'un sait maîtriser la taille du cristal de roche ou du quartz, allez-y, hein, et essayons. Et ces scientifiques, c'est juste ça qui est fabuleux, c'est qu'ils osent, quoi. Ils osent, parce que en fait, on se dit, bah oui, mais pourquoi ça marche? C'est difficile ensuite à mettre en équation, parce qu'un scientifique a besoin de mettre en équation pour être crédible. Bon, lui, il a des résultats, c'est déjà bien, c'est une méthode empirique, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Après, il ne faut pas oublier que, ce que disait Nikola Tesla, hein, on est énergie, on est vibration et on est fréquence. Donc peut-être que ces mesures en forme de pyramide, dans une Terre soumise à des champs magnétiques intenses, il faut bien le savoir, ils sont vraiment très intenses, et on le verra dans un prochain épisode, ce que va provoquer ce magnétisme, au sein d'une structure pyramidale, ça doit se propager d'une certaine forme qu'on n'arrive pas encore à définir, mais je ne désespère pas qu'on arrive à trouver un jour, qui va permettre
que les plantes grandissent plus vite, que l'eau soit énergisée. On va rejoindre après les travaux du professeur japonais Mamoto Manamamu. Emoto. Voilà, celui-là. Et puis surtout du français bénéviste, du français, oui. Oh purée, j'ai tout perdu ce soir, c'est fou. Qui est à la base même de l'homéopathie, hein, de la mémoire de l'eau, tu vois. Et donc ça, c'est des recherches passionnantes à mener. Et quand on voit des scientifiques tels que cet Ukrainien-là, qui malgré il a un nom compliqué à dire, n'est pas connu en France, ça m'inquiète un peu. En tout cas, voilà, c'est un sujet qui est vraiment passionnant et qui mérite effectivement d'être étudié plus en profondeur. Et d'ailleurs, on posera tout à l'heure la question à Kevin qui est arrivé et puis qui nous écoute gentiment, si dans EsoShare, justement, il a des petites pépites comme ça qui traitent de ces sujets, ou qui traitaient de ces sujets il y a quelques siècles. Voilà, on lui posera la question tout à l'heure. Mais avant de retrouver Kevin, tu avais un deuxième sujet à nous présenter, un sujet que tu as découvert finalement en partant des apparitions mariales, et c'est un sujet sur les ondes cérébrales et une expérience qui a été menée sur des gens qui étaient en fin de vie. Alors d'abord, il faut savoir que la dernière fois qu'on a posté les deux émissions qui ont été faites en deux parties avec notre ami Rock Soccer, j'ai eu plein de messages de gens qui me demandaient qu'est-ce que j'entendais par l'étude de l'histoire concernant l'ufologie, quoi. Parce que je disais que certains ufologues pensaient que l'ufologie était née en 1947 et qu'ils avaient juste oublié d'étudier l'histoire. Alors, un jour, j'ai fait un article, je me suis basé juste sur une année, comme ça, sur l'année 1680. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1680 ? Je peux en faire une sur 1659, 1472, on va trouver des choses, parce que effectivement, quand on va dans la bibliothèque, qu'on quitte le cercle de Google, Internet, parce que Google, Internet, c'est bien, quoi, mais il faut que les gens lisent, il faut qu'il y ait de la vidéo, il faut qu'il y ait des images, mais là, il n'y a rien, quoi. Il y a des vieux livres. Et donc, par exemple, le 18 mai 1680, en Angleterre, à Londres, devant des dizaines de milliers de témoins, il y a eu une pluie de grêlons, mais Antoine, de 20 cm, ayant les formes les plus inattendues, couronne, hommes, flèches, chevaux, ça bat sur la vie. On note, parce qu'avant, tu sais, ils notaient, ils notaient et c'était référencé. C'était le 18 mai. Le 12 septembre 1880, des centaines de témoins assistent à un combat naval, mon cher Antoine, mais dans le ciel, près de Portsmouth, toujours en Angleterre, suivi par une bataille dans une prairie. Alors, bien évidemment, ces scènes étaient accompagnées non seulement de la vue, mais aussi des bruits horribles que peuvent faire les batailles, y compris les râles des blessés, des mots. Le 27 décembre 1680, toujours en Angleterre, un pasteur et plusieurs dizaines d'autres personnes assistent vers 17h à une bataille aérienne dans les environs d'Exeter, opposant deux armées se livrant à une féroce bataille. Pendant une heure, quand même, une heure d'observation. Avec, cerise sur le gâteau, le passage d'une comète pendant cette bataille d'une heure. Ces combats semblaient si réels qu'un révérend les consigna dans un ouvrage intitulé The Wonderful Blazing Star with the Dreadful Apparition of Two Armies in the Air. Tu vois ? Donc la fantastique comète avec l'apparition de deux armées dans les airs. Le dessin que j'ai mis sur UAT représente toutes les apparitions diverses et variées qui se sont passées dans l'année 1680. Tu vois ? Donc évidemment, aujourd'hui, si tu lis ça, tu rigoles. Tu dis, oh, c'est quoi ça ? Des armées dans le ciel qui font des combats. Ouais, sauf que c'est consigné, quoi. C'était pas des gens idiots. C'est pas parce qu'ils étaient en 1680 qu'ils étaient plus idiots. Ils l'ont vu, donc ils l'ont noté. Ils l'ont juste noté, quoi. Peut-être que nous, dans 400 ans, on sera mort de rire à lire les histoires de Roswell, tu sais. Et c'est des personnes en plus au-dessus de tout soupçon.
Donc, il décrivait juste des scènes extraordinaires, complètement passées aux oubliettes aujourd'hui en 2017. Je dirais bien qu'en 1990, de millions de Belges, hein, je dis bien des millions, même si c'est que des milliers de témoignages, mais c'est des millions, parce que tout le monde n'a pas témoigné, de Belges ont vu des triangles noirs, mais qui sait qui en parle encore en 2017? Très peu, très peu. Pourtant, là, ça fait que 27 ans, tu vois. Tout ça, pourtant, mais que, certes, nous, sur UAT, on s'intéresse à l'ufologie, mais d'autres s'intéressent aux apparitions mariales. Donc pendant qu'on se parle, là, il y a des gens qui sont en train de faire leur petit pactage et qui vont en pèlerinage en Bosnie-Herzégovine. Alors pourquoi en Bosnie-Herzégovine? Parce que depuis 1981, 6 enfants et adolescents, tous médiums, sont témoins de l'apparition de ce qu'ils ont appelé la Vierge de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. Et alors depuis, mon cher Antoine, elle réapparaît quotidiennement à toujours ces 6 médiums qui sont devenus adultes aujourd'hui, et devant des milliers de personnes venues en pèlerinage. Or, ces manifestations ont l'avantage d'avoir été étudiées scientifiquement par une association de chercheurs, dont le fameux professeur Henri Joyeux. Les recherches ont été axées sur la transe extatique subie par les témoins et ses effets sur le psychisme. Alors pour une fois, on a utilisé des techniques médicales, photographiques, cinématographiques les plus avancées qui ont aidé à cerner des faits mystérieux que dans la plupart du temps, on jette dans la catégorie occultisme, paranormal, ésotérisme, sans en faire des études. Et par des scientifiques de haut niveau, on a cette chance. Alors, déjà, on a soumis les 6 médiums à des tests neuropsychiatriques. De ce côté-là, ils sont tous normaux, il n'y a aucun fou. On a pu voir sur place qu'il n'y avait aucune manipulation, c'est-à-dire des écrans, des projecteurs, rien du tout. Ils entrent simultanément en phase dès que la Vierge leur apparaît. Alors, la Vierge leur apparaît à eux, puisqu'ils sont médiums, mais pour tous ceux qui sont témoins, ils ne la voient pas. Elle se fait appeler Gospa, et donc ils se mettent à genoux en même temps. Déjà, tu vois, nous on voit pas, mais t'en vois 6 qui se mettent en genoux en même temps. Poum, devant cette Gospa. Alors à partir de là, ils rentrent en transe et deviennent complètement insensibles à l'environnement. Donc l'équipe de chercheurs leur a même mis des projecteurs de 1000 watts qui ont été tournés vers leurs yeux. Ils ne clignent même pas des yeux, ça les dérange nullement. Des sons énormes ont été mis dans leurs oreilles qui ne les perturbent nullement. On les déplace, on en a mis un par exemple dans un fourgon de police, tout fermé, ils continuent à regarder là où elles gossent pas. On peut même les pincer, on peut les blesser, même certains, il y en a un qui a été blessé violemment, c'est-à-dire sous l'omoplate avec une aiguille à tricoter. Il a saigné parce que la personne n'avait pas fait exprès, ça ne les affecte pas. Par contre, ils gardent une parfaite conscience de leur identité. Et à ce jour, aucun psychiatre n'explique cet état qu'on appelle de claire conscience. Les tests à l'électroencéphalogramme éliminent complètement l'hypothèse d'hallucination. Et quand ils sont en transe et qu'ils regardent la Vierge, et quand tu mets un écran devant eux complètement opaque, ils continuent à la voir eux. Alors, les gens viennent en masse en pèlerinage parce que ces manifestations sont accompagnées, pas tous les jours, mais des fois, de phénomènes lumineux. Donc, on va retrouver nos fameuses boules lumineuses que les ufologues tracent. Je rappelle que le phénomène des boules lumineuses représente près de 52% des cas d'observation d'OVNI. Mais aussi, on voit des fois des silhouettes féminines, des feux sans combustion, des colonnes lumineuses. Et Gospa, cerise encore une fois sur le gâteau, réalise aussi depuis 1981 de véritables miracles et guérit des personnes. Comme certains Itis. C'est des livres, ils disent les Itis guérissent. Elle transmet des messages d'amour et écolo, comme beaucoup d'abductés le racontent dans leur retour de New Age
de leur abduction de d'Haïti. Pourtant, alors que nous avons des preuves scientifiques des guérisons, des apparitions, l'Église catholique et ses divers papes depuis 1981 ne veulent pas reconnaître cette Vierge. Il dit que ce n'est pas la maman de Jésus. Alors, déjà, il faut savoir que l'Église a eu du mal à reconnaître Fatima et Lourdes, qui sont à peu près le même phénomène, sauf que Lourdes, c'était juste une personne et Fatima aussi des enfants. Bah, maintenant, nul doute que devant l'afflux de pèlerins qu'engendre la Vierge de Medjugorje en Bosnie, l'Église va bientôt reconnaître ce lieu. Mais elle est très, très, très embêtée. Hein. Il y a encore une interview du pape François là, je crois, en mai de cette année, 2017. Il est très, très embêté. Hein. Comme si le Vatican savait des choses que nous, on ne sait pas, quoi. Et cette entité, elle est aussi capable d'avoir plusieurs conversations en même temps avec les voyants. Alors, soit ces entités sont plusieurs, soit comme par exemple Jacques Vallée le pense, c'est une entité fractale, ou alors, on peut aller plus loin, un contrôle fractal. Et donc, j'ai posté plusieurs photos d'entités un petit peu partout, hein, parce que ça ressemble un petit peu comme deux gouttes d'eau à travers le monde. C'est que quand il y a des apparitions effectivement lumineuses, on peut les prendre en photo. Alors, en ayant étudié, moi, personnellement, le discours des abductés par des Itis, des séances d'hypnose, j'en ai vu des milliers, et en comparant avec ce que les mystiques de l'histoire racontent, personnellement, je peux vous certifier que les analogies sont complètement frappantes. Il se pourrait bien que des êtres multidimensionnels se jouent de nous, comme par exemple ce qui s'était passé en 1680, et depuis fort longtemps, tu vois. Et après, on va arriver à un autre scientifique qui s'appelle M.J. Stowell, encore un Américain, mais complètement inconnu en France, qui étudiait, lui, les radiations émises par le cerveau. Voilà, c'était celui-ci auquel je pensais tout à l'heure. Obligé de passer par là pour y venir. Non, je comprends bien. Et il a voulu examiner ce qui se passe quand on passe de la vie à la mort. Donc, il a demandé à une clinique qui traitait des cancéreux en phase terminale s'ils pouvaient faire des essais. La clinique a dit oui, à condition que les patients et leurs familles soient d'accord. Donc, il a trouvé des personnes qui ont été d'accord. Et donc, ils ont trouvé une chambre où ils pouvaient mettre le patient, eux, voir à travers une fenêtre qui était opaque, mettre un micro, tout le monde était au courant, et surtout des capteurs sur la tête pour voir un petit peu, un appareil enregistreur très sensible pour les mesures cérébrales, pour voir un petit peu ce qui se passait. Alors cet appareil, c'est 11 scientifiques, était étalonné de moins 500 degrés à plus 500 degrés. Alors à quoi ça correspondait ça? Ben, c'est simple, de cet appareil qui était de moins 500 à plus 500, si on positionnait par exemple une radio émettant en 50 kW, donc ça veut dire une puissance capable de couvrir la totalité du globe, hein, 50 kW pour une radio, l'aiguille se mettait sur 9, mon cher Antoine, plus 9. Moins 500 plus 500, elle se mettait sur 9 pour 50 kW, ça se couvre la Terre entière. Ils ont trouvé donc une femme et un homme qui ont accepté de faire ces tests. Il y en a eu d'autres, mais c'est ces deux-là qui sont les plus primordiaux. Et quand la femme mourut, elle était complètement en prière. Elle louait celui en qui elle avait cru toute sa vie, en étant très heureuse de passer de vie à trépas pour le retrouver. Et figure-toi que l'aiguille indiquait plus 500. C'est-à-dire que peut-être qu'elle aurait pu aller plus loin, quoi, mais elle était bloquée à plus 500. Donc ça veut dire que ils avaient découvert que cette femme en transe extatique avait une puissance 55 fois supérieure à un poste de radio de 50 kW qui est capable d'émettre tout autour de la Terre. Et à l'inverse, l'homme qui est mort l'a lui blasphémé, juré tout ce que tu veux, envoyé celui en qui il a cru toujours, et l'aiguille, elle a été à moins 500. D'accord? Alors, ça rejoint les travaux du professeur Boguslav Lipinski, encore totalement inconnu en France, de Boston, qui est lui spécialiste des phénomènes bioélectriques.
il étudie les radiations en référence au principe d'Einstein sur l'unité d'énergie, qu'elle soit électromagnétique, nucléaire, gravitationnelle. Et il tente d'élucider pourquoi l'appareil qui enregistre des énergies d'ordre physique réagit aussi à des phénomènes spirituels, eux-mêmes liés à des lieux de prière. Alors, pour la petite histoire, en fait, il a découvert ça tout à fait par hasard. Donc, c'est quelque chose qui mesure de la micro-radioactivité nucléaire. Et en fait, l'histoire, c'est qu'un jour, ils se baladaient et ils avaient oublié d'éteindre l'appareil dans la voiture. Et, enfin, ils se baladaient. Ils allaient à un lieu. Ils allaient sur un lieu. Et l'appareil, ils sont passés devant une église et il a fait bip, 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 il s'est mis en folie. Donc, il dit, oh purée, là, il doit y avoir une poche de radon, du gaz radioactif. Tu sais, des fois, c'est naturel sur la Terre. D'ailleurs, en France, quand tu veux ton permis de construire, dans certaines zones, on regarde si tu n'as pas du radon radioactif qui occupe le sol. Et ils ont dit, on reviendra. Et quand ils sont revenus, l'appareil s'est têtu. Donc, ils pensaient à un défaut. Mais des deux personnes qui étaient avec eux a dit, mais tout à l'heure, de toute façon, le parking, il était plein. Et là, il est vide. Bon, tu penses qu'il y a une corrélation. Ils sont revenus le lendemain quand le parking était plein, donc les gens étaient en prière, et l'appareil est devenu de nouveau en folie. Donc, en fait, son instrument d'enregistrement, ordinairement destiné donc dans l'industrie nucléaire, alors c'est un électroscope de marque BT400 de l'entreprise canadienne Biotech, comme ça c'est écrit, Biotech, en un mot. Et donc l'unité de mesure est le milliard de Röntgen à l'heure. Milliard de Röntgen à l'heure, c'est une unité de mesure radioactivité. Et l'échelle de mesure est logarithmique, c'est-à-dire elle va de 0 à 1, évidemment, c'est le logarithme. Et les lectures usuelles vont d'ordinaire quand on va trouver sur un champ de radon entre 0 à 15 milliards de Röntgen à l'heure. Alors, ils ont mesuré dans la paroisse, qui était reconnue comme un centre marial, pendant 6 jours. Et ils ont fait 50 mesures. Et on peut lire qu'à certaines heures dans l'église paroissiale, on peut monter à 100 000 milliards de Röntgen à l'heure dans la chapelle des apparitions. Alors, élément comparatif, ils l'ont fait dans des matchs de hockey aux USA, dans certaines autres églises, mais où il y avait une ferveur moins grande. Et l'enregistrement de l'appareil n'est jamais monté au-dessus de 70 milliards. On était à 100 000. Donc les chiffres extrêmement élevés enregistrés durant certaines prières, et je rappelle que cet appareil mesure la radioactivité, indiquent déjà que l'énergie ne peut pas être nucléaire. Pourquoi? Parce que 100 000 milliards d'unités Röntgen à l'heure signifie que les personnes, s'ils avaient été de la radioactivité qui avait été rassemblée à l'intérieur de cette église, se seraient retrouvés soumis à peu près à 100 rad, c'est encore une unité de mesure, de radiation ionisante par heure. Or, juste pour te dire que la dose maximale admise dans une centrale nucléaire pour les personnes qui travaillent et qui ont un petit badge là pour faire bip bip si ça dépasse est de 0,1 rad par jour. Et là, on était à 100 rad par heure. D'accord? Donc, ce peuple serait donc, les personnes qui avaient été là seraient donc morts du syndrome de post-irradiation. Et elles sont toujours vivantes et en bonne santé aujourd'hui, donc c'est pas le cas. Et donc, il faut conclure que cet appareil mesure quelque chose pour lequel il n'a pas été fait, mais que ce rayonnement est donc fortement d'origine psychique, de la puissance psychique. Alors évidemment, on va dire que c'est de l'énergie spirituelle. Les catholiques se sont empressés de s'emparer de cette découverte pour dire, voilà ce que c'est de prier Dieu. Sauf que cette énergie spirituelle semble n'être pas associée avec le nombre de personnes qui prient ensemble, mais plutôt avec l'intensité, la ferveur de la qualité de la prière. C'est-à-dire que 3 personnes qui prient intensément sont plus fortes que 1000 qui disent à Notre Père ou à Jésus-Marie, juste pour pouvoir le dire, quoi. Donc pour une fois, 2 scientifiques ont mesuré l'énergie psychique que nous sommes capables de produire. Donc j'ai fait toujours plein de publications sur les entités qui se nourrissent de notre énergie. J'ai fait beaucoup de publications aussi sur les égrégores du mal, les égrégores du bien qu'on est capable de développer. Ce que je dis, n'importe quel magnétiseur lambda vous le confirmera. On sait donc que ces entités sont à l'œuvre
on peut en conclure, pour créer des points de rassemblement. Tu vois, Fatima, Lourdes, les Jules George, il y en a des milliers comme ça. J'ai étudié le mysticisme dans l'histoire. Il y en a des milliers, c'est toujours la même chose. Des apparitions mariales devant des enfants, idéalement, femmes, si jamais on ne trouve pas d'enfants médiums dans le coin, femmes médiums, hommes médiums, c'est très rare, ça a beaucoup moins d'impact que les enfants et que les femmes. Et puis ensuite, on délivre des messages qui ressemblent comme deux gouttes de eau aux messages que les abductés racontent dans leur soi-disant enlèvement alien. Et on fait méditer, on fait un lieu de prière. Il n'y avait rien à Lourdes, il n'y avait rien à Fatima, il n'y avait rien, mais George aujourd'hui, c'est blindé, quoi. Il y a des millions de gens qui se déversent chaque année rien que sur ces 3 sites, et il y en a plein d'autres comme ça. Et qui prient, qui méditent, sans parler évidemment d'autres religions, parce que là je parle de la religion catholique, mais on peut parler de la religion, le fameux pèlerinage de la Mecque, on peut parler des murs de lamentation à Jérusalem. Voilà, c'est une piste pour essayer de comprendre un petit peu que un petit peu tout se rejoint, que paranormal, vouloir étudier l'ufologie pour trouver des ovnis tous les boulons, il y en a certains qui essayent ça depuis 70 ans. Ils en sont toujours à 0 résultat. Dans 70 ans, je peux te le garantir sur facture, mon cher Antoine, ils en seront toujours à 0 résultat. À un moment, il faut un petit peu étudier l'histoire, étudier le paranormal, parce qu'on appelle le paranormal, mais qui ne semble pas être paranormal, pour essayer de trouver des corrélations entre tout ça. Mais alors, et pour conclure, parce que c'est vrai qu'on a du coup abordé un vaste sujet, si on essaie de recouper les 3 thèmes que tu as abordés ce soir, en partant par le dernier, c'est-à-dire que là, visiblement cet Américain aurait réussi à démontrer le véritable pouvoir de la pensée et de la pensée de l'intention, et il aurait réussi à le mesurer. Quand on recoupe ça avec les travaux de Masaru Emoto, où lui démontrait que le pouvoir de l'intention sur ces molécules d'eau, ou par exemple avec son expérience avec le riz dans le bocal je t'aime et le riz dans le bocal je te hais, celui qui est dans le bocal je t'aime, il reste mangeable au bout de 6 mois, alors que l'autre il se pourrit en 2 secs, et aussi ce pouvoir des ondes de forme, des pyramides, etc. Est-ce que lorsqu'on fait un gros mélange avec tout ça, est-ce que finalement on n'est pas en train de démontrer un petit peu ce que disent les spiritualistes, les gens qui ont une certaine spiritualité, en disant la force de l'intention, elle est juste phénoménale, on est co-créateur de notre univers, et finalement on est capable, de par la puissance de notre pensée, de pouvoir rédiger notre avenir, de pouvoir définir notre propre destin. Tout à fait, je valide. Et donc c'est pour ça qu'on fait tout pour nous enlever ça. En sachant que pour arriver à ça, il y a 2 écueils. Toutes ces entités, bonnes et mauvaises, parce qu'il n'y a pas que des entités mauvaises, il y a aussi des entités bonnes, qui ont aussi besoin d'énergie, notre énergie psychique qui nous pompe. Et donc pour nous pomper, quoi de mieux que de faire des rassemblements pour pouvoir justement que nous, notre spiritualité va vers elle, parce qu'il y a une différence fondamentale entre tu émets une onde de forme vers une entité que tu crois être une vierge, alors qu'elle est réceptionnée par quelque chose qui n'est pas du tout une vierge. C'est pour ça que le Vatican croit moins. Ils savent qui c'est. C'est des entités interdimensionnelles. Que pour émettre du bien, c'est différent ça, tu vois. Émettre du bien, émettre du bon sur la Terre. Donc c'est un petit peu défracté. Et de notre côté, on a le deuxième écueil, c'est que on coupe de plus en plus le lien de la spiritualité aux personnes. Alors on y reviendra dans notre émission parce que ce que j'ai découvert, c'est encore beaucoup, beaucoup plus fort. On coupe le lien de cette spiritualité. Et quand tu mets les gens dans un cycle que j'appelle, pour ceux qui ont de la chance, métro, boulot, dodo, émission crétinisante, t'as plus de place pour la spiritualité, donc tu penses plus, donc tu tombes, tu vibres bas, c'est fini, quoi, ils ont gagné. Tu vois. Donc t'as des entités, ça c'est un peu,
En fait, si je devais retenir maintenant un film qui résume le mieux tout ça, c'est quelque part, c'est le choc des titans, quoi. Tu sais, le choc des titans, où tu as un moment, Zeus qui dialogue avec ses autres dieux, qui dit purée, mais attends, on a tout raté là. Les bons doivent prier pour nous nourrir, les mauvais doivent faire le pacte avec le diable, Lucifer et compagnie pour le nourrir. Si les gens ne croient plus en ça, ça part en, tu vois ce que je veux dire, ça part en... je n'arrive pas à trouver le terme sans être... Et donc... En cacahuète. Voilà, cacahuète, c'est pas mal. Et donc, ça, je me demande si ça résume pas bien les choses, en sachant que aujourd'hui, c'est très difficile. Là, on a lu les statistiques, hein. Macron, il est content parce que le chômage des cadres, il est bas. Il y a quand même 8,6 millions de pauvres en France. On parle de la France, on parle pas du reste du monde. Donc, qu'est-ce que tu veux que atteindre la spiritualité quand tu as ça? Ok. Bon, en tout cas, voilà, écoute, ça a été un très bon, en tout cas 3 bons sujets que tu nous as présentés. On continuera donc sur tes révélations bien, au fil des émissions jusqu'à la fin de l'année, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on accueille donc Kevin, qui est notre invité du jour. Salut Kevin. Salut. Salut Kevin. Alors Kevin, ça fait, écoute, bien 2 paires d'années maintenant, j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à partager un petit peu notre passion pour la littérature et particulièrement la littérature ésotérique. Et bon, on avait eu l'occasion de faire découvrir ton association sur BTLV, hein, où tu étais venu nous parler de ça. Mais depuis cette association, elle a grandi et on va revenir à l'origine de tout ça. En quelques mots, pour toi, qu'est-ce qu'est EsoShare ? EsoShare, si tu veux, c'est une université numérique où on partage des ouvrages ésotériques, donc sur beaucoup de sujets. Ça va du magnétisme à l'alchimie, à l'égyptologie, à l'hypnotisme, aux phénomènes extraordinaires. Enfin voilà, ça touche vraiment à beaucoup de sujets. Au début, quand on l'a lancé, on était peut-être 6 membres. On se partageait des bouquins entre nous. Et aujourd'hui, on est à 5600 membres, je crois, à peu près. Donc ça a évolué, ça bouge bien. Donc voilà, après... Le début, c'est quoi? C'est 2011, c'est ça? 2010, 2011? Le début, c'était 2014. 2014, d'accord. Donc, non, je te dis une connerie, janvier 2013. Janvier 2013, c'était le 6 janvier 2013 exactement, donc ça fera 5 ans en janvier, là. Ça fera 5 ans en janvier, donc ça commence à faire, ça prouve que ça fonctionne, mine de rien, parce que ça fait déjà 5 ans qu'on est là et qu'on partage des bouquins. Donc ça prouve que les gens, ça plaît aux gens. Au niveau des bouquins, on en a plus de 6500, il me semble aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors quand tu parles de bibliothèque numérique, donc il va y avoir les aficionados qui vont dire oui mais rien ne vaut le papier, etc. Sauf que malheureusement... Premier à le dire. Et je sais que tu es le premier à le dire aussi, mais malheureusement tout n'est pas accessible en papier. Là on parle vraiment d'ouvrages qui en plus sont tombés dans le domaine public parce que vous avez des ouvrages qui sont extrêmement anciens. Le plus ancien que tu aies aujourd'hui dans ta bibliothèque, il date de quelle année ? C'est un manuscrit de 1300 ou 1400 à peu près. C'est un manuscrit. Il me semble que le plus ancien qu'on ait, c'est un herbier, je crois, un herbier avec des recettes un petit peu magiques, entre guillemets, sur les plantes qui sont dedans. Mais il date de entre 1350 et 1400, il me semble. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as des gens, des membres qui t'ont donné ces livres qu'ils avaient eux, toi tu les as scannés pour pouvoir les mettre à la disposition de tous, c'est ça?
Alors en fait, au début, ce qu'on faisait avec EsoShare, c'est qu'on cherchait dans les bibliothèques numériques, Gallica, Archive et les bibliothèques universitaires de différents pays, que ce soit d'Allemagne, des États-Unis, enfin de beaucoup de pays. On a même été en chercher en Russie sur des bibliothèques universitaires russes. Ce qu'on faisait, c'est qu'on trouvait les ouvrages qui étaient un petit peu ésotériques, noyés dans la masse de tous les scans qu'ils avaient effectués, et on essayait de les regrouper dans notre groupe pour que, justement, ils ne soient pas chez nous noyés dans la masse. Parce que les bibliothèques universitaires, elles numérisent 2000 bouquins par mois. Sauf que dans les 2000, il y en a peut-être 20 qui sont ésotériques, enfin, qui ont, voilà, qui se rapprochent de l'ésotérisme. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on trouvait ces 20-là et qu'on les partageait dans EsoShare. Ensuite, il y a 2 ans, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, mais pourquoi vous ne faites pas ça en associatif? On s'est dit, bah, pourquoi pas? On est parti sur la création d'une association dans cette association, il y avait une adhésion de 20 €. Et pour 20 €, les membres avaient accès à tous les scans que nous, on effectuait. C'est-à-dire que nous, on achetait des ouvrages, des revues, des manuscrits, on achetait des petites revues comme ça, ce genre de choses. Enfin, on achetait vraiment beaucoup de choses et on les numérisait et on les mettait à disposition de nos adhérents. C'est une excellente idée, ça, mais c'est fantastique comme idée. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne sais pas à quel moment tu es arrivé, toute mon année 1680, elle est chez toi, quoi, en observation diverses et variées de ce qu'on a vu dans le ciel en Angleterre. On a des bouquins de 1600, de 1700 avec des phénomènes inexpliqués, etc., des rapports de ces phénomènes-là. On en a sur Loudun, par exemple, avec les possédés de Loudun. On a beaucoup de choses comme ça. Loudun, on en a un paquet. Je dois avouer que sur Loudun, on en a un paquet. Après, on a des ouvrages sur des possessions à l'époque. On a vraiment… Et tu as réussi à classifier tout ça? C'est-à-dire que si moi je deviens adhérent chez toi, je deviens membre chez toi, je cherche quelque chose de précis, tu as classé par pays, par période, par phénomène? En fait, on a une base de données où on indexe tout, le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, l'année, le lien de téléchargement et, si on peut, parce qu'il y a des fois où le thème est assez compliqué à trouver, on met un thème. C'est-à-dire que ça peut être égyptologie, ça peut être exorcisme, ça peut être magnétisme, hypnotisme, etc. Donc après, si la personne elle recherche que des ouvrages sur le magnétisme, elle fait une recherche avec le mot magnétisme et elle trouvera tous les ouvrages qui sont en lien avec le magnétisme. Voilà. Après, aujourd'hui, EsoShare a encore évolué ces derniers mois, dans le sens où, après 5 ans de bénévolat en janvier, on va essayer, ma compagne et moi, parce que c'est principalement nous deux qui gérons EsoShare, on va essayer d'en vivre entre grandes guillemets. Donc l'association, on a prévenu les membres, on en a discuté avec eux, etc., va être clôturée. Et on s'est inscrit sur le site Tipeee, qui est un site de type, c'est-à-dire que c'est des gens comme s'ils donnaient un pourboire au restaurant, en gros. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu maintenant de numériser les scans pour juste nos membres, on va numériser les scans pour ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, mais pour une semaine, par exemple. Et ensuite, ils seront diffusés pour tous, parce qu'on est vraiment pour la diffusion pour le plus grand nombre de gens. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus que ce soit exclusif seulement à des membres. C'est-à-dire qu'on diffuse par exemple beaucoup d'ouvrages sur les sociétés initiatiques, sur la franc-maçonnerie, sur la Rose-Croix, sur ce genre de choses. Des ouvrages anciens, forcément, libres de droit, on est d'accord. Ça tombe bien, je cherche des ouvrages de Georges Amblin, j'en trouve plus. Ah ben c'est Robert Amblin, je crois. Robert, pardon. Par contre, Robert Amblin, justement, il n'est pas tombé dans le domaine public, il est mort dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Après, on peut en acheter. Les ouvrages de Robert Amblin se trouvent pour pas trop cher. Après. Tu les trouves où? J'en trouve pas, moi. Tu les trouves où, toi? Ah, bah, il suffit de chercher. Il suffit de bien chercher, d'avoir des petits fournisseurs de bouquins. Maintenant, on va devenir potes, toi et moi. Avec EsoShare, on a beaucoup de contacts et on a des libraires, on a des bouquinistes, on a de tout ça. Okay. Et donc, je sais où chercher et je sais où trouver. D'accord. On va devenir amis. Donc, je vais m'inscrire à ton Tipeee parce que moi, déjà, rien que toutes tes archives, ça m'intéresse énormément.
là, je regardais, et en fait, on a exactement 6692 documents disponibles dans le groupe. On en a 5800, à peu près 5800 en français, 718 en langue étrangère, donc c'est des manuscrits anciens, généralement allemands ou latins. Surtout en alchimie, on a beaucoup de manuscrits en latin et en allemand, parce qu'ils en avaient un paquet. Et on a 106 revues. Donc revues, ça peut être 4 numéros, comme on a des revues où il y en a 60, 100, 200. Donc voilà, on a vraiment énormément de choses, c'est assez éclectique. Et, Et par exemple, les revues qui sont tombées, qui n'existent plus, par exemple, je sais pas, moi je raconte une bêtise, Lumière dans la nuit, qui n'existe plus, même s'il a été reprise, mais elle n'existe plus. Ça tombe déjà dans le domaine public plus tôt ou ça tombe plus tard? non, il faut quand même attendre parce que même si c'est une revue, si tu as par exemple des auteurs qui ont publié dans la revue qui ne sont Ouais. pas encore décédés, bah, ils ont encore les droits sur leurs articles. D'accord. Même si la revue n'existe plus. Même si la revue n'existe plus. Par exemple, pour un auteur, il faut qu'il soit mort depuis plus de 70 ans. D'accord, ok. Si par contre il est mort pendant les années de guerre, ça double. Donc ça, Ah voilà. bon? Ouais, c'est dans la loi française, c'est comme ça. Et donc nous, c'est vraiment, on scanne et on partage que les ouvrages dont l'auteur est mort depuis plus de 70 ans. C'est Mais- rentré dans le domaine public. Question bête à 3 francs 6 sous. Quelqu'un qui n'est pas mort et qui n'est pas encore dans le droit public, si tu le diffuses, ça, lui, il veut pas parce que quoi? Parce que on prend le cas de Amblin, ses livres ne sont plus disponibles à la vente, il est mort, certes pas depuis 70 ans, mais tu vois, quelque part, qu'est-ce qu'il y gagne, lui? Lui, rien, mais tu as ses ayants droit qui peuvent réclamer effectivement des. Voilà. Alors justement, s'il y avait ces livres à la vente, je comprends qu'il réclame. Mais il n'y a plus de livres à la vente. Mais si, justement, les éditions Bussière, ils réimpriment des ouvrages de Robert Amblin. Il y a d'autres, il y a des maisons d'édition. Je crois que c'est Niklos, il me semble. Je ne sais plus si c'est Niklos ou une autre qui réédite du Amblin. Et je sais qu'il y a une maison d'édition française qui est en pourparlers pour peut-être en rééditer. Après, voilà, les ayants droit sont toujours vivants. Il y a sa fille qui est vivante. Il y a sa petite fille qui est vivante. Ok. Mais dans ces cas-là, voilà, voilà, ils ont des droits sur les ouvrages. D'ailleurs, c'est eux qui font en sorte de les republier. Sa petite fille était très proche de son grand-père et donc elle fait en sorte que son héritage perdure. Et ce que je peux tout à fait comprendre. Ah oui, non mais là je comprends. Je ne savais pas qu'on pouvait qu'ils étaient en pourparlers pour réédition. J'étais juste resté dans le truc que j'en cherche et j'en trouve pas. Ouais. Bah après, il y a des éditions qui sont plus rares que d'autres, mais ça se trouve du en blanc encore. Ok, bah alors, je viendrai te voir. Alors Kevin, là on va accueillir dans quelques minutes Philippe qui vient d'arriver, qui est un passionné de plantes. Par exemple, est-ce que lui, il peut trouver des vieux livres d'herboristes dans ta bibliothèque numérique? Par exemple, là, j'ai sous les yeux, on a un Hausbuch, qui est un répertoire médical personnel à base de plantes, qui date de 1572. On a des herbiers, on a des ouvrages de Gilbert Émile qui était un grand monsieur, enfin que moi j'ai beaucoup apprécié, qui a publié aussi sur les plantes, qui a publié vraiment, par exemple, Essai sur un point de l'histoire à l'hydrologie minérale et thermale depuis l'Antiquité. Il a publié Essai historique sur les poisons, de l'histoire médicale des substances marines, végétales, minérales, animales utilisées en pharmacie. Voilà, il a beaucoup publié sur les filtres et les boissons enchantées à base de plantes. Enfin, voilà, il a vraiment beaucoup publié là-dessus. Donc oui, dans les eaux chères, on peut trouver énormément de choses sur l'herboristerie, sur les plantes, etc. Ok. Alors je sais aussi que tu es un passionné de papus. Et là, on a parmi nos chroniqueurs et nos conférenciers Pascal Cazotte, qui lui aussi est passionné de papus et qui va d'ailleurs nous faire une émission spéciale papus là, très bientôt, d'ici la fin du mois. Qu'est-ce que tu considères que tu as comme pépite concernant Monsieur Papus? Ah bah Papus, moi j'ai énormément d'ouvrages de lui. Après j'ai des manuscrits. Bon là je les ai pas là sous les yeux, si je dois les avoir. J'ai énormément de manuscrits de Papus.
des manuscrits dactylographiés, des manuscrits de sa main. J'ai notamment un cours qu'il a donné à l'école de médecine, l'école de magnétisme, pardon, de Durville, voilà, qu'il a fait. Là, j'ai des copies de lettres de l'ordre martiniste de 1500 et 1600. Donc, c'est des lettres qui avaient été envoyées par l'ordre martiniste à son époque. J'ai énormément de revues dans lesquelles il a publié. Enfin, je suis un bibliophile de Pappus, je dois l'avouer, et je travaille depuis 1 an sur une bibliographie complète de Pappus, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans les bibliographies qui avaient été publiées, notamment par son fils Philippe, il y avait des erreurs, notamment dans les dates, il manquait des ouvrages, il manquait des opuscules, il manquait beaucoup de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas, sauf que ça fait 1 an que je bosse dessus et que aujourd'hui j'en suis à peu près 70 pages. Donc voilà, parce que je cite les ouvrages, je cite les rééditions, je cite les conférences qu'il a données, je cite les articles qu'il a publiés dans les différentes revues, je cite les articles de presse dans lesquels les articles de presse qu'il a signés, et je cite aussi les articles de presse dans lesquels il était cité. Donc c'est voilà, une question bête comme ça. Pourquoi tu cites tout ça? Parce que moi, effectivement, quand j'achète un livre et puis je vois citation de l'auteur, tu sais, quand c'est écrit tout en bas, là, honnêtement, ça me fait chier de le lire. Non, c'est pas des citations, c'est des articles qu'il a publiés dans les revues. C'est pas juste une citation, c'est-à-dire que, par exemple, à l'époque, il y avait des phénomènes à Valence-en-Brie, qui était une maison un petit peu hantée, et Pappus est beaucoup intervenu, et beaucoup de journaux ont interviewé en gros Pappus sur ces phénomènes. Donc il y a beaucoup d'articles où on parle des phénomènes de Valence-en-Brie qui ne sont pas connus et qui sont soit signés Pappus, soit qui sont ou dans lesquels il était interviewé, où il est cité, mais pas signé de son nom, quoi. C'est une interview où il est cité. Donc c'est pour des gens passionnés de Pappus, ça peut être intéressant. Oui, j'ai compris. Voilà. Bon. Ok. Et est-ce que tu es aussi de fait, en t'intéressant à l'ésotérisme, est-ce que tu es aussi intéressé par tout ce qui est archéologie interdite? Tout à l'heure avec Sylvano, on a dit qu'on te poserait la question par exemple sur les pyramides. Est-ce que tu as des ouvrages qui traitent de pyramides mais de façon ésotérique par exemple? J'ai des ouvrages qui parlent des pyramides, j'ai beaucoup d'ouvrages de Maspero notamment, j'ai beaucoup d'ouvrages sur l'Égypte, sur l'égyptologie, ce genre de choses. Après, à l'époque, les hypothèses que eux ils émettaient, elles étaient pour beaucoup d'égyptologues, c'était un peu ésotérique, c'était du pipeau, c'était assez compliqué à imaginer. Et aujourd'hui, certaines des hypothèses qu'on trouve dans les bouquins anciens sont prouvées. Maintenant, sur tout ce qui est, on va dire, onde de forme, etc., il n'y a pas, à mon sens, je n'ai pas encore trouvé d'ouvrage vraiment très, très ancien qui parle de ces phénomènes-là. Après, c'est mon point de vue, et voilà. Moi, je m'intéresse à l'égyptologie, je m'intéresse aux pyramides, je m'intéresse à toutes ces constructions. Maintenant, je ne pense pas qu'il y a forcément des explications surnaturelles à trouver. C'est-à-dire que les pyramides ont été construites, c'est pas forcément par des Hittites, c'est pas forcément par 3 hommes qui se sont dit tiens, si on construisait une pyramide pour un pharaon. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que cela, et on n'a pas de récit un petit peu de ces constructions, on n'a pas de récit d'époque de ces constructions comme on en a sur d'autres constructions anciennes, comme on n'a pas de récit sur ce que faisaient les druides, par exemple. On a imaginé beaucoup de choses, on a les écrits de César qui en parlent, mais c'est pas forcément le bon point de vue, si j'ose dire. Donc je pense que il y a des choses qu'on n'explique pas encore, mais qu'on arrivera à expliquer plus tard. Alors, finalement, Kevin, ton rêve, c'est quoi? C'est quand tu seras un vieux monsieur barbu, un petit peu comment il s'appelle, le vieux dans Fort Boyard, je ne sais plus. Au Père Fourax, c'est ça, de Fort Boyard. Est-ce que ton rêve, ce serait de te dire j'ai recréé la bibliothèque d'Alexandrie numérique? Ce serait énorme. Non, enfin, c'est pas. Je t'avouerai que j'ai pas de rêve, si ce n'est de. Moi, ce que j'aime, c'est partager.
C'est-à-dire que ce que je possède, je le possède pas réellement parce que ce que j'ai, je le partage avec grand plaisir. Et tous les manuscrits, tous les trucs que j'ai, on les numérise parce que je suis pas le seul à gérer EsoShare. Il y a ma compagne qui s'est tapé des numérisations à une vitesse monstrueuse. Voilà, donc moi, mon rêve, c'est d'un jour, pourquoi pas vivre des EsoShare, c'est-à-dire que tout ce qu'on scanne, tout notre travail soit reconnu, on va dire, à sa juste valeur, entre guillemets, et que les gens se rendent compte du taf que c'est, parce que mine de rien, les recherches, les scans, les retouches, mettre sur un serveur, partager, etc., ça prend énormément de temps. C'est pas mon boulot, hein, j'ai un travail à côté. Donc moi, mon rêve, c'est de continuer à faire ce que je fais, c'est continuer de vivre de ma passion et de continuer de partager, de rencontrer des gens. Moi, avec EsoShare, ça m'a ouvert énormément de portes. Si tu veux, grâce à EsoShare, j'ai rencontré ma compagne avec qui maintenant j'ai un fils de bientôt 1 an. J'ai rencontré des auteurs dont j'avais les bouquins dans ma bibliothèque qui sont maintenant devenus de très très bons amis. J'ai pu échanger avec Jean Prieur, qui était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui est mort à l'âge de 102 ans l'année dernière. Qui m'avait donné, en quelque sorte, il m'avait écrit un message en me donnant sa bénédiction pour EsoShare, que c'était un travail exceptionnel et s'il avait connu ça plus tôt, enfin bon, bref. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels. J'ai beaucoup échangé avec Richard Kaitzin aussi, enfin voilà. Donc moi, mon rêve, c'est de continuer de faire ce que je fais et de continuer de rencontrer des gens pas sans ego, mais des gens qui sont dans le partage comme nous, quoi. Oui, et puis qui sont aussi passionnés par tout ça, par tout ce domaine, par le domaine de l'ésotérisme et de la littérature. En tout cas, voilà, moi donc j'allais dire c'est une association, non, donc c'était une association, parce que l'association va donc fermer à la fin de l'année, si j'ai bien tout compris, que je trouvais génial. J'espère que ça va continuer longtemps, j'espère que ton Tipeee, tu vas pouvoir effectivement profiter de la générosité des gens pour pouvoir continuer, parce que encore une fois, parce que nous aussi on est sur Tipeee, on explique vraiment aux gens, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour qu'on n'ait pas de frais au minimum. Et vous voyez, quand Kevin parle de mettre des ouvrages sur des serveurs, eh bien des serveurs, rien que le fait de faire ça, ça coûte de l'argent, parce que derrière il faut faire du backup, etc. Donc tout coûte de l'argent dans notre société, et on a besoin de vous pour pouvoir justement partager cette connaissance et faire en sorte que vous ne soyez pas juste réduit à gober ce qui se passe à la télé. Voilà. Via Tipeee, en fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de partager un article ou un scan par semaine. C'est-à-dire que par semaine, il y aura un article ou un scan qui sera diffusé. Et ça, on s'y engage et on a déjà prévu, on a déjà du stock, etc. Et donc c'est vraiment une passion du partage et que les gens, s'ils veulent donner, ils donnent. On n'oblige à rien. C'est juste voilà, comme tu le disais si bien, on les prévient qu'on a des serveurs à payer, on a des disques durs à acheter. Si on veut acheter des nouveaux bouquins numérisés, ça peut nous permettre de le faire. Parce que je t'avoue qu'avec l'association, on ne rentrait pas dans nos frais. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui sortaient de notre poche. Et donc on s'est dit peut-être qu'avec Tipeee, ça peut le faire. Parce que ça sortira de notre poche, mais ça sortira aussi de la passion que les gens ont pour le partage. Et voilà. Et puis si vous avez des vieux livres ésotériques que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez les envoyer à Kevin. Lui saura quoi en faire dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Mais on en reçoit. Il y a des gens qui nous en envoient et qui nous envoient des revues, des manuscrits, qui nous en donnent aussi. Donc voilà, on a cette générosité-là aussi de ce côté. Ouais, tout à fait. Ok Kevin, bon en tout cas je te remercie, on est vraiment très content que tu sois passé, je sais que Silvano du coup est très heureux d'avoir fait ta connaissance, j'ai compris qu'il allait faire un tour sur ce que tu fais. Hein, Silvano ? Oui, forcément, moi je fais des recherches justement sur tous ces anciens livres là, comme je le disais juste avant que tu sois là. Hein. En fait, t'es une mine d'or, un chercheur de vérité, tout simplement, pour conclure. Oh, la classe. La classe. Allez Kevin, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée, et puis je te recontacte très bientôt.
Yes, merci, à bientôt. Eh bien écoute Sylvano, je te propose, c'est d'accueillir notre nouveau chroniqueur sur Miasme TV qui va nous parler de plantes, de verdure, de crudité, peut-être pas, mais en tout cas voilà, on l'accueille dignement. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine et bonjour Sylvano. Alors Philippe, toi tu es le responsable du site qui s'appelle plantalarose.com. Voilà. En 2 mots, ton activité c'est quoi? Alors mon activité, je suis d'abord un passionné par les plantes médicinales et je fabrique toutes sortes de produits à base justement de plantes. Ça peut être des alcoolatures, des tisanes, des élixirs, des macérations huileuses, etc. Des pestos et j'en passe, enfin tout ce qu'on peut faire avec des plantes, on va dire plutôt thérapeutiques ou officinales, parce que médicinales c'est un peu... C'est interdit, tout simplement. Ok. Et donc, c'est-à-dire que sur ton site, on peut commander des tisanes de grand-mère pour pouvoir effectivement... Voilà, j'ai fait plusieurs mêmes mélanges. Je suis assez doué des ressentis de la nature. Donc, je fais des mélanges qui sont ciblés pour certains types que l'on peut avoir, enfin, de problèmes. D'accord. Et donc, tu as une connaissance, on peut dire, des plantes qui est quand même assez phénoménale. Et alors, l'idée qu'on a eue en discutant ensemble, ce serait que tu viennes voilà, nous parler d'une plante à chaque fois. Alors, soit une plante de saison si on est dans la bonne saison, soit d'une autre plante qui, pour toi, a des vertus thérapeutiques intéressantes. Et ce soir... tu voulais nous parler d'une plante, pour commencer, on va dire en introduction, que tout le monde connaît. Tout le monde a une petite idée de ce qu'elle peut faire et ne pas faire, mais en réalité, ça va même beaucoup plus loin que ça. Cette plante, c'est l'ortie. Exactement. Alors, l'ortie, c'est pour moi la plante vraiment par excellence. En fait, elle s'adapte à tous les types, quasiment à tous les petits bobos qu'on puisse avoir au niveau du corps. Par exemple, je vais vous donner quelques petits exemples. Elle stimule les défenses immunitaires, elle est résistante euh, pour tous les problèmes, par exemple, de sciatique. Enfin, vraiment, elle s'adapte à tout. En fait, elle-même, elle possède des capacités pour éliminer toutes les toxines du corps, comme l'urée, les ions, le chlore, l'acide urique, etc. Elle est anti-goutte, hémostatique, enfin bon, bref. Elle est même assez efficace pour les femmes qui allaitent, pour l'allaitement. Elle stimule le flux sanguin. Enfin, vraiment, cette plante, elle a vraiment un planel vraiment extraordinaire. Elle est même bonne pour l'anémie, elle est même anticancéreuse pour les maladies de la peau. Vraiment, c'est une plante par excellence. Elle s'adapte vraiment à tout type de problèmes. Ouais, mais alors, comment ça se fait que cette plante qui a l'air vraiment géniale, bon, on s'est tous frottés à des orties, honnêtement, c'est très urticant. En plus, il y en a 4 de différents d'orties. Là, c'est l'ortie dioïque que j'ai précisé, c'est la grande ortie. Après, il y a la petite ortie. Celui-là, par contre, il vaut mieux éviter de le toucher parce que celui-là, il est vraiment brûlant. Après, il y en a plein même qui lui ressemblent. Il faut savoir que dans la nature, il y a vraiment une diversité vraiment exceptionnelle. Et du coup, pour savoir si c'est de l'ortie, c'est simple, il suffit de le toucher. Et si ça pique, c'est de l'ortie. Si ça pique pas, ça peut être du lamier, ça peut être de la Borsa Pasteur, de la balotte, ça peut être même de la mélisse qui ressemble beaucoup à l'ortie, de la feuille de mélisse, sauf que l'odeur de la mélisse est différente. Donc, en fait, il suffit juste de s'y intéresser et en principe prendre un bouquin avec soi. Il y en a plusieurs. Il y a Maria Trébène, Marie-Antoinette Mulot, Michel Bontemps, Gérard Ducerf, Jean Valnet, etc., qui peuvent être assez utiles pour
s'y intéresser un peu plus profondément. D'accord. Et l'ortie, on la trouve partout, que ça soit en France et sur les 4 continents, les 5 continents? Il aime ces endroits un peu humides, un peu ombragés, dans les sous-bois, tout ça. Je conseille de le cueillir dans des endroits quand même assez propres. Moi, par exemple, au printemps, ce que je fais, j'ai un extracteur de jus et je prends un jeune pousse, je le passe dans mon extracteur de jus, je rajoute de l'eau parce que c'est vraiment super efficace pour rebooster un organisme, même à ras les chaussettes. C'est comme si tu mettais dans ton corps de la nitroglycérine. C'est réénergisant. C'est même un régénérant cellulaire. C'est vraiment exceptionnel comme plante. Il y en a beaucoup qui le coupent, qui le jettent. On peut même faire un ortie pour que les autres plantes puissent grossir. C'est vraiment une superbe plante. En pratique, du coup, tu fais comment? C'est-à-dire que demain, je vais dans mon jardin, je vais couper les orties, parce que j'ai un monceau d'orties en plein milieu de mon jardin. À chaque fois, je les tombe et ça repousse, et je râle, du coup. Mais je dois pas râler, finalement. Donc, je les coupe et j'en fais quoi? Parce que justement, si elles poussent dans ton jardin, c'est que déjà, tu as un bon jardin. Il faut le savoir, parce que l'ortie ne pousse pas dans les endroits qui sont, on va dire, un peu pourris, quoi. C'est une plante même qui pousse dans des endroits propres. En plus, c'est bien, elle est reminéralisante, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment... si tu as des carences ou tout ça, pour le faire, etc., c'est vraiment... la plante passe partout, quoi, en fait. C'est vrai qu'elle pique, hein, c'est ça qui est son système de défense, en fait. Parce qu'elle n'a que ça pour se défendre, hein, quand on regarde bien. Mais c'est la plante par excellence pour le corps, quoi. Alors, avant de nous expliquer donc, comment est-ce qu'on peut l'exploiter concrètement, cette ortie, et en faire une mixture ou en poudre, quoi. Tu vas nous expliquer tout ça. Je voulais voir avec Silvano s'il connaissait les vertus thérapeutiques de l'ortie. Tout ce qu'a dit Philippe est totalement vrai. Hein. L'ortie est connue depuis la nuit des temps. Tout à l'heure, tu avais commencé à esquisser une question, Antoine, en disant mais attends, mais comment ça se fait que tout ça, on l'utilise. Bah oui, l'ortie, il est utilisé depuis la nuit des temps, quoi. Hein. Surtout l'espèce l'Urtica dioica, hein, Oui. l'ortie piquante. Hein. L'ortie piquante, la grande ortie, quoi, en fait. Voilà. Depuis la Rome antique, on utilise ça. Et puis surtout la silice d'ortie, mon cher Antoine, la silice d'ortie, parce que l'ortie, elle est pourvoyeuse de 2 éléments majeurs, la silice et le fer. La silice et le fer. Ouais. Et donc, on connaît ça, mais évidemment, aujourd'hui, il faut bien que tu saches que le médecin que tu vas voir, eh ben, lui, il va à l'école de médecine, on lui apprend plein de choses, on lui apprend la vertu des médicaments chimiques qui sont brevetés, qui font gagner 44 milliards de chiffre d'affaires au labo. On va pas lui parler de l'ortie qui pousse dans ton jardin. Elle peut pas être brevetée, elle peut pas être vendue. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent, quoi? Et d'ailleurs, il l'interdit même. Ouais, alors maintenant, tu peux acheter quand même dans les magasins bio de la silice d'ortie en forme liquide, tu sais, c'est déjà tout prêt. Hein. La meilleure, c'est les laboratoires Phytonica qui sont dans le 57 à Jussy qui en font, pour moi. Hein. Et alors là, mon cher Antoine, tu vas trouver des trucs de fou parce que en plus de tout ce que a dit Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que elle soigne les calculs rénaux, les céphalées, les crampes, l'ulcère, l'estomac. Ça purifie le sang, comme a dit Philippe, les eczémas, la goutte, l'hémorragie, les rétentions d'eau, les rhumatismes, les ulcères intestinaux. Mais en plus, la silice d'ortie est un antidote très puissant, mon cher Antoine, dans une émission que l'on va faire bientôt, toi et moi, de l'aluminium. De l'aluminium. Donc, ça neutralise complètement l'aluminium cérébral. Ça favorise, ça aide sur Alzheimer, il faut bien que tu le saches, la silice d'ortie aide sur Alzheimer, sur les arthroses, sur les baisses de mémoire, sur les baisses de concentration, sur les douleurs articulaires chroniques, les fibromyalgies, les myofascites à macrophages, l'ostéoporose, la Parkinson, les tendinites. C'est juste
extraordinaire. La forme de silice la plus efficace, c'est la silice d'ortie, très loin devant la silice de prêle, parce que souvent on dit que c'est la silice de prêle la plus puissante. Philippe a raison, c'est la silice d'ortie la plus puissante. Pour les rhumatismes, moi je conseille plus en cataplasme, c'est-à-dire que tu écrases la feuille d'ortie, enfin les feuilles, les jeunes pousses, en cataplasme, et là c'est beaucoup plus efficace que si tu l'as en interne. Alors Philippe, comment tu fais le cataplasme d'ortie? Alors le cataplasme d'ortie, c'est simple, tu prends un petit ramequin et tu mets plusieurs feuilles d'ortie avec la tige de préférence, parce qu'il y a de la sève dans la tige, et tu le broies, tu le piles quoi, un petit peu, et donc ça va faire comme une sorte de petite pâte, et cette pâte, tu l'appliques ou sur un eczéma, un psoriasis, un rhumatisme qui te fait mal. Et là, ça marche vraiment assez bien. Ok. Alors donc, on peut le faire en cataplasme, ok. Ensuite, donc l'extracteur de jus. Alors tu fais quoi? Tu mets quoi, 5-6 feuilles d'ortie, ça te sort un petit peu de jus, puis après tu mélanges avec de l'eau? La partie de l'ortie, en fait, toute la jeune pousse, même avec la tige, je la mets dans l'extracteur de jus. Bien sûr, avec des gants parce que ça pique un peu, quoi. Et j'en mets pas mal. Et donc, ça me fait vraiment un concentré de jus d'ortie. Et ça, je rajoute plusieurs choses. Je peux rajouter des pommes si je veux, pour que ce soit un peu plus goûtu. Ce que j'ai envie, ça peut être des betteraves, ce que je veux. Par exemple, pour purifier le sang, la betterave, c'est excellent. Tu peux expliquer, betterave, c'est pas mal. Tu peux expliquer pour les auditeurs de Miasme ce que c'est un extracteur de jus, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. D'accord. Alors, un extracteur de jus, c'est une vis sans fin qui broie tout doucement en fait l'aliment qu'on lui met à l'intérieur. Donc, moi, je le mets de haut en bas, et donc ça sort de l'autre côté. Donc, il y a les déchets qui vont d'un côté et le jus qui va de l'autre, et on récupère ce jus. Et c'est bien plus efficace. Par exemple, un verre de jus, ça représenterait par exemple 4 à 5 repas faciles d'aliments qu'on passe dans l'extracteur. Et à l'inverse, n'utilisez pas les... Comment ça s'appelle les... Alors moi j'ai un horizontal et il y en a qui sont verticales. Ouais, non mais tu sais, les trucs... Les blanchers. Ouais, c'est ça, n'utilisez pas ça. Vous savez, les trucs électriques là... En fait, ça casse les molécules et donc du coup, c'est moins assimilable par le corps, ce qui est logique. Tu peux le faire aussi en infusion, donc il faut faire sécher la plante ou... Tu peux garder les plantes, tu les fais sécher. Moi j'ai un séchoir, donc c'est bien plus facile pour moi, logique. Je les garde, alors maximum, une plante séchée, c'est 2 ans, parce qu'après elle perd ses vertus. Donc c'est les émonder le moins possible, enfin les couper, émonder c'est couper, pour garder le maximum de propriétés, parce que si c'est broyé, automatiquement ça perd toutes ses propriétés. Tu vois d'autres façons de consommer l'ortie? Ça se fume l'ortie? Non, je déconne. Tu peux le faire en pesto, le pesto d'ortie. Après, il faut le pasteuriser parce que autrement il fermente, hein, et là ton pot il pète. J'ai déjà essayé, il faut le pasteuriser. Faire des tartines, ce que tu as envie, quoi. Tu peux faire des tartines d'ortie? Ouais, en pesto, c'est parce qu'une fois que tu l'as passé dans ton robot, parce que là tu es obligé pour le couper en petits morceaux, quoi. À ce moment-là, tu fais des pestos, mais bon, là, il est plus culinaire, il aura peut-être un peu moins de vertu, mais c'est très bon. Tu peux faire aussi la soupe d'ortie. La soupe d'ortie, c'est très connu. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, bah écoute, c'est génial. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus, est-ce que sur ton site, on peut taper le nom d'une plante et puis avoir des informations, ou comment ça se passe? Alors, sur ma boutique en ligne, j'ai mis beaucoup de choses déjà. Elle n'est pas à jour, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Là, j'ai un nouvel élixir que j'ai mis en place, que je t'ai parlé la dernière fois. Je le fais petit à petit. Le mieux, c'est de me contacter par mail à plantealarose@gmail.com, et à ce moment-là, j'envoie mon catalogue qui, lui, est assez complet, presque. Il me manque encore 2-3 trucs et ça devrait être bon. Mais voilà, il suffit de me demander et je l'envoie, tout simplement.
Ok Philippe, bon bah écoute, c'était super cool pour cette première de parler de l'ortie, et puis on a hâte de te revoir la semaine prochaine si tu veux, pour nous parler d'une nouvelle plante de saison. D'accord. Bon, on parlera de la vergeodon, puisqu'elle est de saison. Allez, c'est parti. Ok Philippe, je te souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bye bye Philippe. Bon ben Sylvano, on va te laisser aussi y aller, et puis moi je vais continuer du coup avec Lily Oz pour sa première rubrique de l'année. Bye À la semaine prochaine. Ciao ciao. Salut, Sylvano. Ciao. Eh Allez. bien, j'ai le plaisir d'accueillir de son grand retour de vacances en Inde d'ailleurs, où elle a failli être emportée par le vent, les flots et tout, peut-être qu'elle nous racontera. Lily Oz, bonsoir Lily. Salut Antoine, bonjour à tous. Alors, comment vas-tu? Comment s'est passé cet été pour toi? Bah bien, écoute, voilà, j'ai beaucoup bossé jusqu'au mois d'août, et puis au mois d'août, là, j'ai fait breakout total. J'ai eu un peu de mal à m'y remettre, je dois dire. C'est vrai que je suis partie à l'autre bout du monde. J'ai été au cœur des événements, puisque à Bombay, comme en Floride et dans d'autres sites, bah, il y a eu des inondations. Donc j'ai pensé qu'à un moment donné, je me suis quand même demandé si je reviendrais en France quand même. Parce que quand il y a 1 mètre d'eau, on se demande comment les avions vont décoller quand même. Mais bon, je suis de retour et j'en suis bien ravie, parce que la France est un pays magnifique quand même. Donc même si c'est difficile, et on le voit bien à la rentrée, là, le contexte politique, social, etc., c'est quand même un beau pays et il fait bon d'y vivre quand même. Ouais, c'est sûr. Bon, et est-ce que tu t'es mis au Bollywood? Ah oui, mais moi je suis arrivée là-bas, tu sais, on est accueillis dans les hôtels avec par des rythmes, des tambours, etc. Et puis bah, je peux pas m'empêcher de faire comme ils disent, les belly dance, quoi. C'est les danses du ventre, etc. J'adore ça, donc voilà. Et puis j'adore le cinéma indien, les films Bollywood, les comédies musicales, ça me parle grave, quoi. J'adore ça. Bon, bah écoute, un de ces quatre, tu nous feras un joli Bollywood. En parlant de ça d'ailleurs, on a enfin mis en ligne le cabaret Sainte-Lilith. C'était une émission qu'on avait fait en direct ensemble au mois d'avril, et qu'il a fallu remonter pour un petit peu l'épurer, etc. Donc ça y est, c'est en ligne. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les Lily avec ces morceaux exclusifs de son nouvel album, qui devrait paraître d'ici la fin de l'année, c'est ça Lily? Voilà, profitez-en. J'espère que l'album sortira à la fin de l'année. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait être possible. Après, tu sais, l'univers a son propre planning. Moi, je ne fais que suivre et on verra. Voilà. Mais bon, c'est en bonne voie. On a presque fini. Il nous reste encore quand même quelques petites choses à faire, mais l'essentiel est fait. On a déjà, on va dire, 75% du boulot. Donc, il nous reste plus que 25%. C'est bien. Bon, de toute manière, voilà, on vous en reparlera quand ça sortira, mais en attendant, pour vous faire patienter, vous pouvez commencer à réviser le répertoire de Lily et sa révolution sur le cabaret Sainte-Lilith, qui est sur la chaîne Miasme TV. Voilà. Alors Lily, pour cette émission de la rentrée pour toi, parce que donc, ça fait déjà 2 semaines qu'on est rentré, de quoi veux-tu nous parler? Alors moi aujourd'hui, je voudrais parler de la tyrannie de la normalité. En fait, je voudrais parler de cette injonction permanente à nous conformer en fait aux attentes et aux désirs des autres, autrement dit aux exigences de la société. Alors mes amis terriens, perdus dans votre quête de reconnaissance, craignant l'abandon, le rejet, l'exclusion, mais aussi la solitude, beaucoup d'entre vous s'empêchent d'être qui ils sont vraiment. Et cela est compréhensible, puisque dans vos sociétés, on élève les enfants en les gratifiant de bons points lorsqu'ils sont obéissants, ou en les accablant de bonnets d'âne ou d'humiliation en tout genre lorsqu'ils s'écartent du chemin qu'on leur a indiqué. Alors terrien, lorsque vous dites « je suis normal », vous dites en vérité « je suis conforme », je corresponds à la majorité. Ainsi, dans vos sociétés humaines, vous ne vous distinguez plus par votre singularité. Vous vous distinguez lorsque vous parvenez à atteindre les hauts standards de votre monde. Par exemple, faire fortune, réussir ses affaires, cultiver votre corps pour correspondre au physique type reconnu par la société.
Oui, mes chers amis terriens, l'exploit dans vos sociétés, c'est de parvenir à atteindre les standards inatteignables promus par vos médias et vos industries. Plus vous vous rapprochez de la norme, plus vous êtes reconnu, valorisé. Or, pour la vénusienne que je suis, cela semble une triste manière de viser l'épanouissement. Car, comme tous les êtres de mon espèce et tous ceux qui savent apprécier l'unicité d'un cœur, il n'y a pas de plus belle richesse que l'altérité. La différence est porteuse d'apprentissage, de complémentarité, de stimulation. Votre beauté est nécessairement unique, car elle émane des particularités de votre être. En aucun cas, dans mes yeux, la beauté ne saurait répondre à des critères, à des normes. Alors, je parle de beauté, mais il en est de même en ce qui concerne le bonheur ou le chemin que vous empruntez pour atteindre l'épanouissement. Chaque être émet sa propre fréquence, chaque être vibre de sa propre mélodie. Et il est improductif de vouloir conduire chacun dans une gamme spécifique. Nous sommes des instruments de musique. Et c'est lorsque chacun joue sa propre partition que peut enfin résonner en harmonie la symphonie collective. Imaginez ce que serait le chant du monde si toutes les voix chantaient les mêmes notes. Alors, à vous tous, mes amis, personnalités atypiques, déviants de la norme, vous que l'on qualifie d'artistes, d'uluberlus, d'électrons libres, de fous, de marginaux ou d'illuminés, je vous en prie, cessez de vouloir vous faire accepter par ce monde de conformité. Vous, mes frères éveillés, qui tentez encore de trouver votre place dans cette société, vous qui encore espérez de trouver la reconnaissance sociale, vous qui avez l'ambition de vous réaliser dans leur monde étriqué, je vous en prie, renoncez. Renoncez à vouloir plaire aux partisans du conformisme. Vous n'aurez de place parmi eux qu'en devenant comme eux, qu'en vous pliant à leurs conditions. Oui, enfants de la terre, renoncez à cette quête illusoire et affirmez-vous plus que jamais dans votre singularité. Refusez de vous comporter de manière aimable, simplement dans l'espoir d'être accueillis. Soyez vrai. Osez être vous-même. Autorisez-vous à être anormaux. Et comprenez ceci. Plus vous vous mettez en résonance de votre véritable fréquence, plus vous attirez les personnes qui vous correspondent vraiment. Plus encore, à chaque fois que vous espérez validation du monde extérieur, vous vous dépossédez de votre plus grand pouvoir, celui d'être qui vous êtes vraiment. À chaque fois que vous attendez d'être approuvé, reconnu, accepté par celui qui vous juge ou vous condamne au regard d'une norme, vous perdez votre souveraineté. Ne donnez pas trop de crédit à celui qui vous étiquette, à celui qui vous définit, car vous seul avez le pouvoir de choisir celui que vous voulez être. Vous seul être souverain de votre devenir, et peu importe que l'on vous accueille ou non avec vos différences. Ainsi, lorsque vous résistez à la pression normative, vous refusez de vous faire enfermer dans une boîte, de vous faire réduire à une image. Et plus vous affirmez vos particularités, plus vous revendiquez le droit à être qui vous êtes, plus vous attirez les personnes qui vous correspondent véritablement. Alors mes amis, vibrez votre originalité de tout votre être et acceptez d'offrir au monde votre propre mélodie, même si la société vous exhorte à chanter comme les autres, même si parfois on vous combat ou on vous condamne pour votre anormalité. C'est ainsi que vous pourrez rencontrer les partenaires qui vous correspondent et c'est ainsi seulement que vous pourrez enfin vibrer en harmonie avec ceux qui vous entourent. Alors, selon toi, Lily, finalement, à partir de quel âge les gens se fondent comme ça dans cette normalité massive? Alors, c'est une très bonne question parce que ça commence très très tôt, la normalité. Il faut bien entendre qu'un enfant, quand il vient au monde, selon la société dans laquelle il naît, le langage qu'il va s'approprier, la culture, les normes, on va dire, d'interaction avec les autres,
vont varier, en fait. Tout ça va être variable. Donc l'enfant, il est, on va dire, vierge, entre guillemets, même s'il vient avec sa propre personnalité, son tempérament, hein, qui est propre à ce qu'il est, précisément. Il va quand même recevoir, apprendre par imprégnation de l'environnement. Donc en fait, dès la naissance, on entre dans ces logiques normatives, sachant qu'un enfant, pour apprendre, comme tout individu humain, a besoin d'imiter, donc de s'identifier aux modèles qui lui sont proposés pour devenir lui-même. Voilà, alors après, c'est vrai qu'il y a quand même un âge, alors je ne saurais pas dire, on sait qu'à peu près entre 7 et 8 ans, c'est l'âge où on va faire une espèce de reset. C'est-à-dire que les grands stades du développement psycho-cognitif humain ont eu lieu. Hein, on sait que, on va dire, le développement cérébral, c'est entre 0 et 6 ans. C'est là où toute la psyché va se construire. Et on sait qu'entre 7 et 8 ans, on va perdre à peu près 80% de nos souvenirs de l'enfance. Donc, on peut imaginer qu'il y a un point quand même de basculement ici où la normativité va s'imposer de manière plus forte qu'avant, bien qu'elle fasse déjà son œuvre avant, au sein de la famille, à l'école et en fait dans les médias. Donc, je ne saurais pas te dire. Ce que je pourrais te dire, c'est que c'est intéressant. Il y avait une sorte de petit documentaire capsule créative comme ça qui circulait à un moment donné sur Internet, où on demandait aux adultes s'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qui changerait chez eux. Et là, on a des adultes, donc on a par exemple, je sais pas, une femme qui va nous dire que elle, quand elle était petite, on se moquait de ses oreilles et qu'elle aimerait bien avoir d'autres oreilles. Et puis c'est toujours surprenant d'entendre ce que les gens voudraient changer chez eux, parce que quand on les voit, quand on voit cette femme, en fait, à aucun moment on se dit qu'elle a des oreilles qui sont anormales. Tu vois. Mais c'est le souvenir engrammé de la moquerie éventuelle, de cette déviance à la norme qui va créer les complexes. Et ce qui est intéressant dans cette petite capsule créative, c'est qu'ils vont poser la même question à des enfants. Alors, c'est des enfants qui ont environ 5-6 ans maximum. Et les enfants, quand on leur pose la question, ils réfléchissent pendant longtemps. Qu'est-ce que je voudrais changer chez moi? Certains disent rien. Certains disent tout simplement « Ah, moi, je voudrais avoir des ailes. » Ou je voudrais pouvoir me téléporter, alors ils n'emploient pas ces mots-là, mais me devenir invisible ou pouvoir changer de couleur. Voilà, c'est-à-dire que les enfants, ils vont être finalement dans l'acceptation de qui ils sont de manière naturelle et spontanée. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a ce point de bascule où ça y est, on va voir naître le complexe. Donc, cette comparaison face à l'image, en fait, imposée comme un cadre normatif. Alors, quand même, pour revenir au sujet de la chaîne, et puis ça sera la dernière question, à partir de quel âge, et c'était là-dessus où je voulais te faire venir, les gens commencent à s'assumer leurs pensées, qui là pour le coup sont complètement différentes de la norme, donc leurs pensées sur l'ufologie, leurs pensées sur la médiumnité, leurs pensées sur le paranormal, et à pouvoir l'exprimer et pas se cacher, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pensent un certain nombre de choses et puis qui vont en société continuer à apparaître comme étant bien pensants. Alors il n'y a pas d'âge. Je dis bien il n'y a pas d'âge parce que ça dépend des gens. Et puis ça dépend si on trouve ou pas un groupe, une communauté pour nous accueillir dans notre différence. Parce que être tout seul à croire quelque chose est impossible pour quiconque. C'est parce qu'il existe des communautés, des médias alternatifs comme Miasme, et comme d'autres blogs ou sites internet et groupes communautaires qui vont porter ces idées et rassembler les gens qui pensent de la même manière, que chacun va pouvoir à un moment donné trouver une forme de légitimité. Donc, il faut avoir cette possibilité d'être mis en contact avec d'autres modèles que ceux qui nous enclavent, en fait. Et puis, par ailleurs, en fait, on n'a jamais fini de devoir finalement de se distancier de ce regard de l'autre, parce que ce soit dans nos relations amoureuses, au-delà de l'aspect social et de la revendication de nos croyances personnelles, on est souvent stigmatisé quand on ne correspond pas ou quand on n'est pas agréable. Par exemple, je sais pas, un jour tu es mal luné ou tu as eu un événement pas cool dans ta vie, tu es un peu déprimé. Bon, si tu parles à la plupart des gens, ils vont te stigmatiser parce que tu ne seras pas cool, tu ne seras pas sympa. Admettons, tu es injuste avec quelqu'un, on va te blâmer quand même pour ça. Alors néanmoins, tu peux tout à fait évidemment reconnaître que tu as été injuste, etc. La question, c'est est-ce que tu seras accepté avec tes défauts?
Et puis dans un couple, par exemple, je dis n'importe quoi, admettons, tu as un fantasme complètement anormal, hein, au regard de la société, et est-ce que tu vas oser le dire à ta femme, ou est-ce que tu vas le garder pour toi? Tu vois, jusqu'où on va en fait pour plaire à l'autre? Cette question, elle est essentielle, parce que plus on cherche à plaire à l'autre, et d'autant plus quand on aime la personne à qui on veut plaire, c'est-à-dire si nous-mêmes on est en attirance ou en affection, les amis, la famille, voilà, tous ces gens dont l'opinion compte pour nous, en fait. Jusqu'où est-on prêt à aller pour qu'ils nous accueillent et pour qu'ils nous aiment? Et c'est ça, finalement, la seule limite qu'on a à l'expansion de l'être, à mon sens, hein. Même si c'est évidemment très compliqué de réussir à s'autonomiser complètement et de réussir à se détacher de ce jugement de l'autre, il faut réussir à un moment donné à dire, voilà, c'est ce que je suis. Et plus on est dans ce qu'on est, plus on a de chances, en fait, de trouver les bonnes personnes pour nous accepter tel qu'on est véritablement, quoi. Mais c'est un combat de chaque jour et jusqu'à la fin de notre vie, je pense, tu vois. Sachant que notre identité, elle évolue, que nos croyances évoluent et que on est certes la même personne aujourd'hui qu'on l'était quand on avait 5 ans, mais on est quand même vachement différents aussi. Donc, il faut accepter qu'il y ait une part évolutive dans nos personnalités et chez l'autre aussi, qui va faire que peut-être pendant un moment, une personne nous correspond ou un groupe nous correspond, puis plus tard, ce n'est plus le cas. En tout cas, il faut accepter d'assumer son être intime, hein, comme tu nous en as parlé dans Miasme numéro 61. Voilà, je vous invite à retrouver cette émission sur Miasme TV. Et puis finalement, c'est comme ça qu'on arrivera à peut-être trouver sa véritable place dans la société et puis peut-être trouver la voie du bonheur. Qui sait? C'est ce que je pense, en tout cas. Et quand on observe les gens charismatiques, finalement, qui réussissent à imposer leurs différences, c'est parce que justement, ils ont accepté d'être qui ils sont, de s'incarner, d'être dans leur identité, qu'ils peuvent finalement être des supports pour l'identification des autres. Donc le leader, souvent, c'est celui qui s'affirme quand même. Voilà, même s'il y a évidemment aujourd'hui aussi des leaders autorisés et d'autres qui vont être marginalisés. Et ça dépend de notre communauté d'appartenance, en fait. C'est ça. Ok, bon en tout cas, Lily, encore un très beau sujet pour cette rentrée. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Avec plaisir. Merci beaucoup Antoine. C'est moi qui te remercie. À très bientôt. Bisous. Eh bien, pour finir ce 64e numéro de Miasme, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Marc Gray pour son grand retour de la rentrée sur Miasme TV. Salut Marc. Bonsoir les miasmiens et les miasmiettes. Bienvenue à la rentrée. Bon Marc, tu es venu nous parler de ton actualité, hein, ça y est, c'est la reprise des dîners ovnis de Rouen. Mais avant que tu nous en parles, là j'aimerais que tu nous dises 2 mots sur une petite péripétie qui t'est arrivée tout à l'heure. J'ai vu passer ça dans le chat de Facebook. T'as failli mourir ? Oui, ça fait partie de l'expérience de terrain de mon thème de la semaine prochaine en fait, qui sera les parasites énergétiques. Et là, je fais l'expérience d'un pneu crevé sur l'autoroute. Donc voilà, c'était assez sympa de ressentir une vibration côté arrière droit et de trouver le plus rapidement possible un coin pour m'arrêter, quoi, et pour changer cette roue. D'accord, donc tu as voulu expérimenter ce qu'a fait Rock avec le top secret numéro 92, quoi. Ouais, mais je pense que Rock n'a pas vibré autant à 130 en fait. Donc, ouais. Bon, bref, t'as eu une belle peur. Alors, parlons-en alors de ce dîner ovni. Ça se passe quand exactement ? Le 23 septembre, la date de la prochaine fin du monde, selon certains, avec ce fameux chiffre 23, 23-9, 239, le plutonium, la menace nucléaire, la Corée du Nord, les messages du prince Andrew, il me semble. Et puis, ou Harry, hein, non, c'est Harry, je crois.
je ne sais plus lequel des deux frères de la famille royale d'Angleterre, avait mentionné ça pendant les Jeux Invictus de l'année dernière avec les fameuses couleurs. En tout cas, il y a plein de choses qui circulent sur le 23 septembre et je l'ai pris comme ça parce que en fait, mon restaurateur était disponible à cette date-là. Et j'ai pris un thème qui est tout à fait d'actualité. Donc, ça sera le 63e quand même dîner OVNI. C'est quand même un record. Je crois qu'en France, un dîner en rapport avec l'ufologie qui en est à sa 63e édition, c'est très rare, c'est un événement. Donc, on va le fêter. C'est aussi le 29e rendez-vous de l'éveil à Rouen. Et donc, ça commencera à 19h avec un intervenant en direct sur Internet de Suisse qui s'appelle Stéphane Cardino, qui nous rejoindra donc à distance, qui est assez connu, qui avait fait il y a quelques années, il a fait pas mal de livres sur la bioénergie, un autre qui s'appelle La science et conscience de l'invisible, un autre qui s'appelle Géométrie sacrée, enfin en tout cas 2 numéros sur la géométrie sacrée. Il a travaillé, c'est un architecte, il a travaillé comme architecte, il est formateur et chercheur indépendant en géobiologie et bioénergie. Donc c'est aussi un auteur et un conférencier. Il avait écrit un petit papier d'étude sur le parasitisme énergétique par rapport à des entités pour Eve Lorgen, que j'ai interviewé plusieurs fois. Donc elle l'avait traduit en anglais, je crois, à l'époque. Donc, voilà. Il est multifacette, mais il va se concentrer en tout cas, ce géobiologue, sur les parasites énergétiques et le vampirisme psychique, qui est tout à fait d'actualité dans notre vie quotidienne, dans la matrice en fait. Ok. De toute manière, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec Sylvano sur le fait que l'homme dégage une puissance psychique, énergétique assez importante. Et c'est vrai comme on n'avait pas trop le temps, on n'a pas été jusqu'au bout, mais il se pourrait que certaines entités vampiriques se nourrissent de cette fameuse énergie pour se rassasier tout simplement. Un parasite a besoin d'un hôte. Donc forcément, les hôtes, c'est nous, puisqu'on dégage, on est des piles quelque part. Donc on émet cette charge émotionnelle dont il se délecte carrément. Alors, il va nous expliquer, Stéphane Cardino, les différents plans de conscience, éthérique, astral, mental, causal, spirituel. Il va nous dire comment détecter ces parasites énergétiques, les mettre en évidence, les conditions énergétiques qui ouvrent la porte aux parasites, donc nos failles, pour chaque plan de conscience. Moi, ça me rappelle un peu notre jeu, ça, sur la matrice. Et puis, les effets de certains parasites, donc on va dire ces énergies étrangères, de manière générale, et comment faire pour s'en débarrasser de ces énergies. Voilà, comment éliminer les accroches qui attirent ces parasites. Et aussi, il va donner des clés sur comment renforcer ces corps subtils, nos corps subtils, pour éviter les brèches par lesquelles les parasites s'accrochent. Donc tout ça, c'est très important, c'est d'actualité, et je pense que c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles on est dans cette matrice artificielle et qu'on sert de pile et d'hôte à ces parasites. Donc c'est très important de les identifier, de voir par où passent les brèches, les failles, qu'est-ce qui les déclenche, et aussi comment s'en débarrasser. Donc c'est un sujet en fait primordial, super important. Pour la rentrée, on démarre sur les chapeaux de roue en fait. C'est bien, ouais. Donc voilà, si vous voulez participer à ce premier dîner OVNI de la rentrée, mais 63e dîner depuis sa création, un site, freedomufos.com, et puis là, vous avez toutes les informations. On vous rappelle qu'il faut que vous vous inscriviez à l'avance pour pouvoir au moins réserver le repas. Donc voilà, vous avez jusqu'à vendredi soir, quelque chose comme ça. Oui, au plus tard. Et puis, oui, enfin pour les menus, c'est mieux de choisir au plus tard le jeudi avant la conférence, mais souvent j'accepte les derniers inscrits au dernier moment, mais c'est parce que je suis gentil et notre restaurateur est très flexible. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'est la date de la prochaine fausse fin du monde, ou peut-être vraie fin du monde, parce qu'à force de crier au loup, on ne sait jamais, le 23 septembre prochain. Ok, bon bah écoute, au moins tu seras accompagné d'amis, Marc, pour cette vraie fausse fin du monde. Mais tout explose, tout éclate. En tout cas, on aura la clé, on aura quelques clés sur les parasites énergétiques et peut-être qu'on pourra s'en défendre à un moment.
Ouais, je suis juste 2 secondes avant la fin, c'est cool. Autre chose, ta rentrée de ta chaîne TV, qu'est-ce que tu as de prévu? Écoute, j'ai la suite de ce que je faisais sur le projet Camelot, qui s'est éteint en tout cas pour ce qui est de la deuxième chaîne avec différents animateurs en plus de Kerry Cassidy, que je dois toujours interviewer, qui a eu un empêchement cette semaine. En tout cas, j'ai plusieurs intervenants anglophones, ou anglo-saxons plutôt, parce que cette chaîne sera la prolongation du projet Camelot, mais sur ma chaîne à moi. Elle va s'appeler DTV, donc DTV, Dimension TV. Dimensions TV. Et ça sera tout en anglais. Alors pour les volontaires qui veulent traduire des interviews qui les passionnent, ou les sous-titrer en tout cas, welcome, hein, venez. Parce que moi j'ai quand même pas mal de boulot de traduction à faire pour les interviews qu'on a déjà faites avec Michel Rousseau, chez qui j'étais, une petite semaine dans le Vaucluse, que je salue, pour travailler sur notre documentaire qui devrait sortir avant la fin de l'année, donc sur l'année 1947. Et sur la nouvelle ère qu'elle a déclenchée, en tout cas qu'elle a engrangée, en tant qu'année charnière, en année miroir avec 2017, on a des interviews, mais alors extraordinaires. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus, mais le montage, en tout cas, c'est du boulot, et au niveau des traductions, il va falloir prendre les meilleurs passages en espagnol, en anglais de certaines interviews, il y a un boulot énorme de montage. Bon, bah, écoute, c'est très chouette. Le grand retour d'ailleurs de Michel Rousseau en tant que producteur, réalisateur de films documentaires, vu la qualité des 2 premiers, du premier qu'il a fait tout seul et du deuxième que vous avez fait ensemble sur les traces des Gardiens de la Matrice. On a hâte que ce deuxième volet sorte. D'ailleurs, Michel, qu'on retrouvera en ta compagnie et en la compagnie d'autres chroniqueurs pour le premier épisode de Au cœur d'X-Files, hein, qui se tournera donc début octobre. Là encore, il reste des places, hein, c'est-à-dire que si vous êtes passionné de la série d'X-Files et si vous voulez participer à cette aventure, on va essayer de décrypter un petit peu le mystère qu'il y a derrière les épisodes. Vous pouvez nous contacter faq.miasmetv@gmail.com. Alors, ce n'est pas la seule émission où tu apparais, hein. Pour ceux qui suivent les aventures de Marc Gray sur Miasme TV, vous savez qu'il participe aussi à l'émission Et si on parlait vraiment d'ufologie, voilà. Donc, la prochaine émission coproduite grâce au tipeur, elle va sortir là dans quelques jours. Il s'agit de la suite du premier épisode sur les programmes spatiaux secrets. Donc le premier épisode, c'était sur le DARPA. Et là, on va étudier les méandres du NRO. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler du NRO. Vous allez voir, encore une émission passionnante. Et puis, le mois prochain, on fera une émission spéciale néo-évémérisme. Et je vous réserve la surprise de l'invité spécialiste, mais bon, vous avez sûrement déjà une petite idée, je suppose. Autre chose à voir, Marc? Un petit dernier point? Non, je signale simplement que le prochain film, donc la partie 2, en tout cas un nouveau film après Les Gardiens de la Matrice de Michel Rousseau, sortira en 2018, il s'appelle Vortex, donc ça sera la suite des Gardiens de la Matrice. Donc ça sera très intéressant aussi. Donc notre documentaire sur 1947-2017 va sortir d'ici la fin de l'année. Et j'ai également des interviews sur Freedom UFO Network, qui vont sortir bientôt si j'arrive à faire les montages. J'en ai enregistré une aujourd'hui. Il y en a une qui est prête dans les tubes. Après, c'est une question de montage, donc de jours, voire d'heures, avant que ça sorte. Donc je ne peux pas vous dire si c'est une surprise. Ce sera des intervenants français et françaises. Ok. Donc voilà, écoute Marc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ton actualité. Tu reviens dans tous les cas le mois prochain pour nous parler du dîner OVNI du mois de novembre. Et puis nous, on va se retrouver ensemble avec l'ami Pam pour continuer cette aventure de Et si on parlait vraiment d'ufologie. Ah oui, je tiens à signaler que j'ai fait une conférence à Biol, entre Grenoble et Lyon, il y a 2 semaines, et que ça s'est très très bien passé avec l'association OVNI Grenoble, les portes du temps, les portes de l'univers, je me suis trompé, on coupera au montage, les portes de l'univers,
avec Thierry Gay, Marc Herman, et une asso très très sympa, éclectique, et qui rassemble beaucoup de gens, contrairement à beaucoup d'associations ufologiques qui divisent et créent des dissensions et des isanies. Et donc on a eu 5 intervenants sur 2 jours, et c'était fantastique. Moi j'ai parlé du rôle des faux dieux extraterrestres, et cette conférence sera en ligne bientôt sur leur site, et je la partagerai sur le mien et sur internet. Donc voilà, elle était très très corsée. Je crois avoir un petit peu retourné certaines consciences qui n'étaient pas prêtes à entendre ce qui s'est dit. Mais en tout cas, la peur n'évite pas le danger, et au lieu de réagir de façon primitive et binaire, il faut toujours avancer en prenant conscience que c'est la connaissance qui nous libérera, et non pas l'autruchisme. Donc voilà, c'est important de dire ça, parce que c'était une conférence très poussée, très avancée, et puis voilà, les autres intervenants ont été aussi super. Elles seront en ligne, donc également. Donc tu pourras en parler sur Miasma d'ailleurs. Tu pourrais même inviter Thierry pour parler de son congrès tous les ans à Biol. Tout à fait, on en parlera dès que ça sera en ligne. On invitera Thierry pour qu'il vienne nous en dire 2 mots. En tout cas, sur un prochain sujet sur et si on parlait vraiment d'ufologie, qui me tient à cœur parce qu'on est en plein dedans, sur la guerre climatique et les armes climatiques artificielles, parce qu'on s'est penché dessus avec Michel pendant l'écriture du script et puis le tournage des différentes interviews sur 1947. Et en 1947, on fêtait le premier projet de l'US Air Force qui s'appelle le projet Cyrus, d'ensemencement des nuages pour faire pleuvoir et déclencher des situations climatiques artificielles. Donc avec les ouragans qu'on a vécus et les autres à venir, tremblements de terre et autres, je pense que ce serait un très bon sujet à explorer sur et si on parlait vraiment d'ufologie, les armes climatiques. C'est vraiment d'actualité. Ok, bah écoute, si tu nous trouves le spécialiste qui va bien, ça sera pour le mois de novembre. Eh bien, Marc, merci pour cette rentrée en fanfare. Merci pour ce nouveau mot que tu as créé, l'autruchisme. Voilà. On va pouvoir le réemployer maintenant. Il est officiellement estampillé Miasme TV. Et puis je te dis donc à très bientôt au mois prochain pour tes nouvelles aventures. À bientôt les miasmiens. À bientôt les miaspillettes. Stom est fou, je le savais. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt la semaine prochaine pour le prochain numéro de Miasme, l'édition Hebdo. Ciao, ciao. Ciao.